nous avons décidé depuis 2014 que les élections conduites par le régime Biya ne donneront jamais un résultat que ce que ce régime a décidé. La mort de Anissé Ikane est une mort dont le régime Biya est pleinement responsable. Monsieur Biya partira comme tous les dictateurs partent. C'est-à-dire que le peuple camerounais va décider un beau matin que on en a assez, X nombre de jours, on est déjà à 43 ans, donc on ne sait pas exactement le nombre de jours, ça nous suffit, et va aller à étudier, lui demander, Monsieur le Président, vraiment merci beaucoup, mais on a envie de tourner la page, on veut passer à autre chose. C'est comme ça que Ben Ali est parti, c'est comme ça que Moubarak est parti, c'est comme ça que Blaise Compaoré est parti, c'est comme ça que les dictateurs partent. On ne peut que conclure qu'il est mort parce que, en détention, on ne lui a pas donné son appareil, on ne lui a pas mis dans les conditions qu'il fallait pour se maintenir. Pourquoi aujourd'hui, si vous portez un t-shirt de M. Issa Tirouma, vous risquez la cellule? Comment ça se fait que sa famille vient et dit il n'a pas son appareil? Ses camarades politiques viennent et disent ça ne va pas, il n'a pas son appareil. Et font des communiqués publics par rapport à ça. Ses avocats quittent Yaoundé pour venir à Douala pour constater que l'appareil dont on parle est dans une voiture. Et jusque-là, l'État du Cameroun ne réagit pas. Biya, c'est un jeune à côté de Moubarak. Moubarak avait une armée d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes dans son armée. Mais les Égyptiens ont décidé que, vous savez quoi, ça suffit. On ne va plus accepter cela. Ben Ali, lui, il avait pareil. Et c'est pour ça que c'est la démarche qui est importante en ce moment. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous recevons une figure incontournable de la scène politique camerounaise. Madame Edith Kawala, présidente du Cameroun People's Party CPP, ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2011. Elle s'est imposée au fil des années comme l'une des voix les plus fermes contre l'injustice, la mauvaise gouvernance et la répression politique au Cameroun. Militante engagée, elle a toujours placé les droits humains et la démocratie au cœur de son combat. Dans ce contexte marqué par le décès tragique de M. Georges Anissé Ikane, elle fait partie de ceux-là qui ont dénoncé, n'est-ce pas, les méthodes de son arrestation. Elle est avec nous pour revenir sur les faits, analyser les enjeux et apporter son regard éclairé sur la situation politique de notre pays. Bonsoir, Madame Kawala. Bonsoir, un plaisir d'être là. Alors, merci de nous avoir accordé quelques temps. Comment vous allez? Ouh Ça, c'est une question très dure au Cameroun actuellement. Physiquement, je vais bien. Dieu merci, j'ai encore beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup de détermination pour le changement au Cameroun, une transition politique pour le Cameroun. Mais je dois dire que nous avons aujourd'hui à la fois la tristesse, une profonde tristesse, parce que notre pays ne devrait pas arriver là où il est, et aussi une profonde inquiétude, parce que si nous, les Camerounais, nous n'arrivons pas à naviguer ce dernier tournant, ça peut très mal se passer. Donc, un mélange d'émotions. Comment avez-vous vécu l'élection présidentielle du 12 octobre dernier? Alors,
l'élection présidentielle du 12 octobre dernier est venue nous conforter au niveau du CPP sur une décision que nous avons prise il y a 11 ans. Il y a 11 ans, après avoir été, moi personnellement, à 3 élections, le CPP à 2 élections, nous avons compris que le système électoral camerounais ne permet pas d'avoir une alternance dans notre pays, malheureusement. Nous vivons en dictature. Très peu de personnes le comprennent. Et le régime Biya cache bien, ou bien a bien caché sa nature pendant des décennies. Mais c'est bel et bien une dictature. Et quand vous participez aux élections, vous le comprenez. Parce que toutes les institutions, tous les systèmes, tous les mécanismes des élections sont entre les mains d'un groupe de personnes qui s'avère aussi être le parti au pouvoir et qui ont des concurrents dans la même élection que vous. Donc, je dis souvent aux gens, j'explique en termes de football, parce que les Camerounais comprennent bien le football. Imaginez aller jouer à la CAN, par exemple, où il y a autant de pays qui jouent, mais un pays, disons comme la dernière fois on était en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire qui est le pays qui organise, et aussi le pays qui a tous les arbitres, et aussi le pays qui vend les billets pour entrer dans le stade, et aussi le pays qui est à la tête de la FIFA, et aussi le pays qui a tous les arbitres de touche, et aussi le pays qui va déclarer le vainqueur. Donc, et en plus de ça, il a construit un stade qui est sur une pente, et l'équipe de la Côte d'Ivoire est en haut de la pente et tous les autres pays sont en bas. Et puis on dit, ok, allez-y, battez-vous. Selon vous, on ne peut pas gagner une élection, aucun opposant au Cameroun ne peut gagner une élection? Non. Un opposant au Cameroun ne peut pas gagner l'élection. L'élection, il y a je crois que la dernière élection où le régime Biya a été menacé, c'était l'élection en 92. C'était le début du multipartisme. Ils ont organisé une élection quand ils n'avaient pas encore mis en place, ils n'avaient pas encore la même mise sur toutes ces institutions-là. Depuis 92, ils ont passé tout le temps à verrouiller et à s'assurer de leur contrôle total des institutions. Et l'élection du 12 octobre était très utile. C'est très utile parce que, à cause du fait qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, les Camerounais ont pu vivre ce que nous, les politiques, on vit depuis les décennies. Donc, on a pu voir un conseil constitutionnel qui a éliminé un candidat. Le candidat qui était numéro 2 à la dernière élection a été éliminé vraiment d'une manière qui était perçue comme injuste, incorrecte, fallacieux par l'ensemble des observateurs. On a vu un Élecam qui a violé la loi du début jusqu'à la fin. On a demandé la liste électorale, on a demandé le fichier électoral, ce qui est le droit de toutes les personnes qui participent à une élection, que ce soit l'électeur, que ce soit les partis politiques qui participent, que ce soit les institutions qui régulent. Personne n'avait le fichier électoral. Et pourtant, nous, au niveau du CPP, en travaillant dans la plateforme Stand Up for Cameroun, qui est la nôtre, on a pu démontrer qu'il y avait des mineurs sur le fichier, dans le fichier électoral, qui sont encore là. Hein. Ces mineurs sont encore là. Vous avez qui avaient des doublons, qui avaient
de nombreuses personnes décédées sur le fichier électoral. Bon, on allait au fichier électoral. Imaginez, je reviens toujours au foot, hein, que vous êtes en train d'aller jouer un match, mais vous-même, vous ne savez pas la liste de vos joueurs. C'est-à-dire, vous ne savez pas combien de personnes il y a sur la liste et qui ils sont. On a vu, et ça c'est contraire à la loi, parce que c'est une chose de faire à sa guise, mais ça en est toute une autre chose de violer carrément la loi et puis de continuer comme si de rien. Madame Kawala, dites-nous, est-ce qu'en rendant public le fichier électoral, les résultats devraient changer? En rendant public le fichier électoral, ça permet à toutes les personnes qui participent à l'élection de savoir. Le fichier électoral, c'est les personnes qui vont jouer pendant cette élection-là. Donc, je vous demande à vous, donc on va jouer un match de foot et c'est moi qui est votre concurrent qui détient la liste de vos joueurs. Je ne vous le dévoile pas. Vous n'êtes pas sûr. Vous partez à ce moment. Parce qu'il y a toujours les responsables politiques, les ONG sont toujours pleins de ce fichier électoral-là. Si on rendait le fichier électoral public, oui, ça devrait toujours faire que les CAM soient toujours nommés par le président, le Conseil constitutionnel soit toujours nommé par le président. Absolument, absolument. La non-publication du fichier électoral est l'indicateur. C'est un indicateur, vous avez raison, c'est un indicateur qu'on est face à une institution qui se fiche de la loi, qui dit, il y a une loi, je fais comme je veux. Allez vous faire voir. Et c'est l'indicateur que ce n'est pas une élection. Ce à quoi on est en train de participer, c'est tout sauf une élection. Donc, on a plusieurs de ces éléments qui nous démontrent, mais le 12 octobre était utile parce que ça a permis, vous savez, on a une population très jeune. Donc, à chaque élection, vous avez des millions de personnes qui sont en train de découvrir la politique pour la première fois, qui sont en train de voter pour la première fois. Donc, ça a permis à cette génération-ci qui avait eu 18 ans 20 ans entre-temps, de comprendre ce qui se passait. Même les 18 ans ont compris, même comme ils ne peuvent pas voter, de comprendre ce qui se passait et de bien comprendre jusqu'à quel niveau il s'agit d'une mascarade et pas d'une élection. Après l'élection du 12 octobre, ça a été fortement contesté. M. Chiroma a déclaré qu'il était le vainqueur de cette élection. Il a demandé aux Camerounais de défendre leur vote, de leur voix. Les Camerounais sont sortis massivement le 26, 27 et 28. Ils ont été violemment réprimés. Est-ce que vous avez soutenu la démarche de M. Chiroma qui dit et qui continue à revendiquer sa victoire à cette élection? Écoutez, l'élection a été tellement mal organisée, tellement mal... il y a eu tellement de fraude, il y a eu tellement de confusion, il y a eu tellement... Personnellement, je ne peux pas dire que X ou Y a gagné l'élection. Mais je sais une chose, si M. Biya peut se proclamer vainqueur de cette élection, donc M. Chiroma peut se proclamer vainqueur de cette élection. L'un n'a pas plus d'éléments, ne nous a pas fait la démonstration plus que l'autre. Donc, on est face à une élection qui a été tellement mal conduite que si il y a une personne qui va dire que c'était moi le vainqueur, eh ben, l'autre aussi est pleinement dans son droit de dire c'était moi le vainqueur. M. Chiroma, lui, il a publié les procès-verbaux de 18 départements qui disent qu'il lui proclame vainqueur. Absolument. Et si on était dans un État, si on était dans un pays qui fonctionne normalement, maintenant, les institutions, n'est-ce pas, et les CAM auraient regardé les résultats publiés par M. Chiroma pour dire ici c'est correct, ici c'est pas correct, etc., etc. On aurait été face à une situation de réclamation devant une cour constitutionnelle
qui va regarder et qui va dire, mais attendez, il y a des résultats de 18 départements ici et ça fait la démonstration de XY. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Et les CAM, est-ce que vous avez d'autres éléments? Le RDPC, on n'a pas été face à cela. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, Monsieur Tirouma a au moins autant de droits à se proclamer vainqueur que M. Biya, au moins. Est-ce que vous avez consulté les éléments que M. Tirouma a rendus publics? Non. Honnêtement... Est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent que M. Tirouma s'est trop vite autoproclamé vainqueur? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi un candidat va estimer que lui doit collecter les PV, lui doit faire son décompte, sa décompte à lui, etc. Pourquoi? On ne voit pas ça dans d'autres pays. Il y a une élection, il y a des institutions, tout le monde fait confiance aux institutions et on attend le résultat. Chacun n'est pas en train de compter le résultat à son niveau. Alors la question qui doit se poser, c'est pourquoi est-ce que M. Tirouma a décidé de mettre en place tout un dispositif pour pouvoir compter ses voix? C'est parce que les institutions ne sont pas fiables. C'est parce que les institutions ont été kidnappés, ont été vraiment pris haut la main par un parti qui est au pouvoir. Et donc, on ne peut pas avoir confiance en ce que ces institutions sont en train de dire. Donc, non, il a agi, comment dire, en conséquence du système qui est là. Donc, vous savez, vous ne voulez pas forcément vous prononcer sur est-ce que c'est M. Biya qui a gagné ou est-ce que c'est M. Tirouma qui a gagné dans les urnes. Je n'ai pas les éléments. Vous m'avez demandé, je n'ai pas, j'ai vu ce qui a été publié par M. Tirouma, mais j'ai vu des personnes faire des analyses, remettre en question certaines choses et tout. Je n'ai pas fait ces analyses-là à ce niveau-là pour pouvoir me prononcer, pour dire oui, ces chiffres sont exacts ou bien non, il y a des défauts. Non. Au niveau du CPP, au niveau du Stand Up for Cameroun, nous avons décidé depuis 2014 que les élections conduites par le régime Biya ne donneront jamais un résultat que ce que ce régime a décidé d'avance. Madame Kawala, dis-moi, c'est-à-dire pour vous, ce ne sont pas les élections qui peuvent faire partie de M. Biya. Oui. C'est quoi? Oh, c'est très clair. M. Biya partira comme tous les dictateurs partent. C'est-à-dire que le peuple camerounais va décider un beau matin que on en a assez, X nombre de jours, on est déjà à 43 ans, donc on ne sait pas exactement le nombre de jours, ça nous suffit, et va aller à étudier, lui demander, Monsieur le Président, vraiment merci beaucoup, mais on a envie de tourner la page, on veut passer à autre chose. C'est comme ça que Ben Ali est parti, c'est comme ça que Moubarak est parti, c'est comme ça que Blaise Compaoré est parti, c'est comme ça que les dictateurs partent. Je ne connais pas de dictateur qui est parti par les urnes dans des élections que lui-même a organisées. Donc, pour vous, aucune élection ne pourra faire partie de M. Biya. Toute élection est une farce. Tant que c'est conduit par ce régime. Tant que c'est nous, parce qu'il ne faut pas confondre, au niveau du CPP, au niveau de Stand Up for Cameroun, nous croyons fermement aux élections. Nous pensons que les élections sont loin d'être parfaites, on le voit partout dans le monde, mais restent un pilier par lequel le peuple peut choisir ses dirigeants. Mais pour que ça se fasse, il faut être dans certaines conditions. La première des choses, il faut être dans un pays où les droits humains sont respectés et un état de droit. Un pays où la loi est respectée. Au Cameroun,
nous sommes un pays, il ne peut pas avoir des élections. Si vous ne respectez pas, c'est une absurdité. En réalité, quand vous y réfléchissez, c'est une absurdité, les élections au Cameroun. Nous sommes dans un pays où le siège du CPP a été encerclé combien de fois parce qu'on parlait de quelque chose qui ne convient pas à quelqu'un à Yaoundé. On vient nous encercler. L'année dernière, Stand Up for Cameroun, on parlait de la loi des finances. On voulait, en tant que Camerounais, s'asseoir et regarder une loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale. Et parce qu'on voulait analyser la loi des finances et qu'on a annoncé une conférence publique à ce sujet, nos locaux ont été encerclés. Donc, vous allez faire les élections avec qui? Avec les gens qui vous empêchent d'analyser une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Nous, en tant que parti politique, vous êtes des Camerounais, vous vivez ça tous les jours. Que tel parti est sur le terrain, il a déjà tout organisé, un meeting, rassembler ses militants, etc. Et pouf, il y a un sous-préfet du coin qui décide que « Ah non, non, votre réunion, ça trouble l'ordre public. » Et on interdit la réunion. Vous allez faire les élections avec qui? D'un côté, vous avez quelqu'un, je ne sais pas, hein, le RDPC est incapable de troubler l'ordre public parce qu'eux, ils font des réunions tous les jours. Tous les jours. Ils font des réunions. Nous, les opposants, on ne fait jamais des réunions sur la voie publique. Nos réunions sont dans nos sièges. Nos réunions sont dans un endroit bien défini. Le RDPC fait des réunions sur la voie publique. Ça ne trouble jamais l'ordre public. Depuis que moi je suis dans la politique, je n'ai jamais vu qu'une réunion du RDPC trouble l'ordre public. Donc, c'est quelle élection ça? Vous dites qu'aucune élection ne peut faire, le président Paul Biya ne peut pas participer à les élections. Non, tant que c'est lui qui organise, tant que c'est des élections qui sont organisées par le régime, par la clique à Biya, il vient de nous le démontrer encore. Ils sont prêts à violer la loi, ils sont prêts à faire des complicités. Vous avez vu la vidéo, comme moi, du président du Conseil constitutionnel qui se félicite avec, je crois, ses amis, ses enfants, etc., qu'il a fait un bon travail parce que leur candidat a gagné. Mais, madame, le peuple a accepté. Le peuple n'a pas accepté. Le peuple n'a pas accepté. Vous l'avez dit, le peuple a manifesté et sorti dehors, comme on a rarement vu les Camerounais dans toute notre histoire. Le peuple est sorti dehors pour dire non, nous n'acceptons pas ces résultats-là. Et le peuple a raison. Parce que vous m'avez demandé si j'ai examiné les chiffres de M. Turma. Je n'ai pas examiné ces chiffres, mais par contre, j'ai examiné les chiffres officiels. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les résultats officiels? Que le fichier électoral que Elekam refusait de publier a quand même un certain nombre de votants. Et que les résultats qui ont été publiés en fin de compte dépassent le nombre de personnes qui sont sur le fichier électoral de 70 000. Vous voulez que les Camerounais acceptent quoi? On accepte quoi? Qu'une institution comme la Cour constitutionnelle, comme les Camerounais ne sait pas faire l'arithmétique, ne sait pas faire 1 plus 1 plus 1, et qui nous sortent des résultats où on a 70 000 votants en plus. Moi, je suis du nord-ouest, de Mézam. Un de mes villages est dans le Mézam. Le pourcentage de personnes qui ont voté dans le Mézam entre 2018 et 2025, ça a augmenté de près de 900%. En 2018, on avait 9 000 et poussières des votants. En 2025, on a 169 000
Alors, demandez-nous de tout accepter, mais non. Mais avec tout ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire en ce moment, d'abord, les Camerounais doivent comprendre que nous sommes face à une situation, nous sommes face à un enjeu il s'agit de nos vies, il s'agit de la vie de nos enfants, il s'agit de l'avenir de notre pays tout entier. Et si nous n'agissons pas ensemble, si nous n'arrivons pas en tant que Camerounais à faire face au régime Biya pour leur dire non, vous ne pouvez pas continuer comme vous êtes en train de faire. Nous n'acceptons pas de vivre dans un pays où les institutions qui sont supposées défendre la loi sont les institutions qui violent la loi. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où, parce que nous avons dit non, parce que les Camerounais sont sortis pour dire non. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est que vous allez en prison. Vous, on vous arrête. Vous, on vous... Face à des gens c'est eux qui ont dit qu'il y a élection. C'est eux qui ont organisé l'élection. Aujourd'hui, et selon eux, selon le système Biya, leur résultat officiel dit que Paul Biya a gagné et qui est en deuxième position, M. Issa Tirouma. Pourquoi aujourd'hui, si vous portez un t-shirt de M. Issa Tirouma, vous risquez la cellule? M. Atangan, j'estime qu'il a envoyé les Camerounais dans la rébellion. Ça c'est un problème entre lui et M. Tirouma, n'est-ce pas? Mais un Camerounais qui a participé aux élections et qui avait pour candidat M. Issa Tirouma et qui porte son t-shirt aujourd'hui, il est coupable de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans ce système qui n'ont pas de sens. Eux-mêmes, ils disent que ce monsieur était deuxième. Mais aujourd'hui, si je porte... Et ça veut dire que s'il était deuxième, ça veut dire qu'il est toujours le candidat de certains Camerounais, non? Hein? C'est-à-dire, prenons, leurs résultats sont fausses. Moi, il n'y a pas de question en ce qui concerne, mais prenons leurs fausses résultats. Dans ces résultats-là, M. Tirouma arrive en deuxième position. Et on vous dit aujourd'hui, vous portez sa casquette, pop, on vient vous chercher dans la nuit, encore une fois en violant la loi, et la prochaine chose, c'est que on va commencer à vous chercher dans tous les commissariats, les gendarmeries de la ville. Encore en violation de la loi. Parce que même l'arrestation est encadrée par la loi. L'État du Cameroun ne peut pas se comporter comme les Amba Boys, comme les Boko Haram. Ça, c'est tout ce monde-là qui kidnappe des gens, vient les chercher dans la nuit, les amène à des destinations inconnues, et puis nous, on doit commencer à chercher ces personnes. L'État du Cameroun ne peut pas se permettre de se comporter comme ça. Face à toute cette situation, que doit faire concrètement le peuple pour sortir définitivement de tout ça? La première des choses, je sais qu'actuellement, les Camerounais ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Les gens ont été tués, les gens ont été arrêtés, d'autres ont été amenés et aujourd'hui ils sont morts en cellule. Donc, les gens ont raison d'avoir peur, mais il faut qu'on ait encore plus peur d'un avenir où notre État se comporte comme ça. Parce que si on accepte ce qui est en train de se passer, ça veut dire qu'on a accepté de vivre dans une prison à ciel ouvert. 30 millions d'entre nous, on est en prison. À tout moment, on peut venir vous arracher sur n'importe quel prétexte, etc. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est vaincre la peur. Vaincre la peur veut dire aujourd'hui continuer à exprimer ses opinions politiques. Ça veut dire, et c'est très important, rejoindre un mouvement
politique, rejoindre un mouvement comme Stand Up for Cameroun, rejoindre un parti politique. Pourquoi? Parce que la force est en nombre. Quand on est en nombre, on est capable d'agir, on est capable de faire face. On a des personnes qui, dès que quelque chose vous arrive, se mettent en mouvement. Donc, il est important aujourd'hui, tout le monde qui se dit apolitique, tout le monde qui dit « Ah, vraiment, moi, la politique, là, je suis en train de faire mes affaires. Je suis en train de vendre ma marchandise. » Les gens qui disaient ça, je peux vous assurer, nous suivons les 1900 personnes qui ont été arrêtées sur le territoire national. Nombreux sont ceux qui n'ont pas voté, qui n'ont pas participé à une marche, qui n'avaient rien à faire avec les élections. Il y a un monsieur qui a enfermé tous ses enfants pendant ces 3 jours-là. Il a fermé la porte, il n'a pas permis à ses enfants de sortir. Malheur pour lui, lui-même est allé à la mosquée. Aujourd'hui, il est à Kondengi. Donc, chacun qui pense que je peux vaquer à mes occupations, et tant que je ne m'occupe pas de la politique, là, je suis sain et sauf, le moment actuel nous dit que non. Personne n'est sain et sauf. Donc, il faut rejoindre les mouvements. Il faut mener les petites actions politiques parce que notre constitution nous le garantit. La loi nous le garantit. Donc, on doit réclamer notre droit en agissant. En agissant. Les gens ont peur et la réaction, quand vous avez peur, c'est de reculer. Il faut lutter contre cette réaction, il faut avancer. Et on n'est pas en train de vous dire d'aller commencer à marcher tout seul, d'aller commencer à mener quelque chose tout seul, mais on est en train de dire qu'actuellement, il est important d'avancer ensemble, avec les autres, sur des questions qui nous concernent toutes et tous. Bien. Madame Kawala, dites-nous, lorsque le peuple aura vaincu sa peur, il aura besoin d'un leader. Oui. Maintenant, on a comme l'impression qu'il manque également de leader courageux. Quelqu'un qui peut mener les troupes. Nous avons par exemple le professeur Maurice Kamto qui avait été disqualifié. Aujourd'hui, il est en retrait. Nous avons M. Tiroma également qui est en exil. Ne voyez pas qu'il y a donc, il n'y a pas ce leader-là qui donne le courage à ce peuple de se battre. Bon, j'espère qu'on n'est pas invisible. Non, c'est pas J'espère que nous qui sommes là, qui avons pris le courage... Non, vous menez un très bon combat. Est-ce que parfois, vous êtes un peu parfois en retrait? C'est-à-dire... Non, nous ne sommes jamais en retrait. Nous n'avons jamais été en retrait. Nous ne sommes pas des électoralistes. Vous citez tout ce monde-là parce qu'ils sont allés aux élections. Monsieur Tiroma, il était où il y a 6 mois? Le gouvernement. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en retrait. Et je crois que justement, le peuple a besoin en ce moment de s'asseoir et de regarder qui sont les leaders qui ont été constants au fil des années, qui ont été constants, pas pour se battre pour eux-mêmes, pas pour dire votez-moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, etc. Mais qui se sont battus par rapport à ces questions essentielles, ces questions des droits de chaque Camerounais. Qui a été auprès des Camerounais pendant la crise Boko Haram, pendant la crise anglophone, pour dire ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation de tension, d'une situation de guerre, que vous pouvez aller ramasser les jeunes n'importe comment et les mettre en prison. Qui sont les personnes qui ont toujours dit ce système électoral ne marchera pas. Et ce n'est pas la peine de venir faire le beau et de dire que moi, si vous votez pour moi, c'est moi qui va surmonter le système. Le système n'est pas surmontable. Et c'est ces leaders-là qu'il faut suivre en ce moment. Ce n'est pas les plus flashy, on dit en anglais. Ce n'est pas les personnes qui ont fait le plus de bruit, c'est les personnes qui ont été constantes. Et aujourd'hui, ces leaders-là,
il faut les trouver dans les mouvements comme Stand Up for Cameroon, mais il faut les trouver aussi dans la société civile, parmi les religieux, parmi les avocats. Il y a des avocats qui ont combattu tout au long de cette période. Voilà le leadership dont nous avons besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un homme providentiel. Non, ça ne va pas marcher. Cette phase de la lutte, c'est une lutte collective. C'est une lutte des Camerounais qui se mettent ensemble. Personne ne va gagner la lutte actuellement seul. Les Camerounais doivent être suspicieux sur toute personne qui se met devant maintenant pour dire que c'est moi qui va vous sauver. Donc pour vous, Madame Edith Kawala, c'est qu'il faudrait une révolution populaire. Absolument. C'est-à-dire que si quelqu'un veut rejoindre le CPP, il ne faut pas qu'il soit pour les élections. Actuellement, il n'y a pas de... Pour nous, c'est vrai depuis depuis bientôt 11 ans, depuis 2014. C'est-à-dire que si vous voulez être maire, ce qui est une ambition absolument légitime, il faut que des jeunes comme vous soyez maires au Cameroun. Il faut qu'on ait des maires de 23 ans, de 24 ans, de 25 ans, qu'on ait des députés de 23 ans, de 24 ans. Ce sont des ambitions absolument légitimes. Mais le jeu électoral, les élections, c'est un jeu entre différentes équipes. Le jeu électoral se fait quand on a nivelé le terrain de jeu, quand on a dessiné des lignes que tout le monde peut voir, quand on a désigné des arbitres neutres, dont chacun a confiance, chacun qui joue a confiance que non, l'arbitre va donner le règlement du jeu comme il se doit. On ne peut pas avoir un terrain qui est sur la pente, avoir tous les arbitres qui sont sur l'équipe d'une seule personne, etc. et dire que, oh là, on va aller jouer le jeu. Est-ce que ce n'est pas dangereux de jouer le jeu de la révolution? Écoutez, la chose la plus dangereuse dans laquelle nous sommes, la révolution que nous prônons est une révolution démocratique, sans violence, menée par le peuple. Comment elle peut être sans violence, de façon pacifique? Alors, nous l'avons vu à maintes reprises. Les révolutions de palais? Dans l'histoire humaine. Vous êtes trop jeune. À l'époque où nous, on se battait dans les années 90, ici, en Roumanie, ils ont fait tomber Ceausescu. Le peuple s'est levé et a dit assez. Plus ça, vous pouvez vous en souvenir que les Égyptiens sont sortis sur la place Tahrir et ont fait partie Moubarak. Moubarak, Biya, c'est un jeu à côté de Moubarak. Moubarak avait une armée d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes dans son armée. Mais les Égyptiens ont décidé que, vous savez quoi, ça suffit. On ne va plus accepter cela. Ben Ali, lui, il avait pareil. Et c'est pour ça que c'est la démarche qui est importante en ce moment. Ben Ali avait gagné une élection 9 mois avant. On l'a fait partir 9 mois après. Donc, tout ça, c'est des révolutions sans violence. Le peuple, et c'est très important que ce soit sans violence. Beaucoup de personnes me demandent, mais Madame Kawala, vous pensez qu'avec ces gens-ci, la non-violence peut marcher? Nous avons besoin de prouver à nous-mêmes, Camerounais, qui avons été des victimes de violence toute notre vie, qu'il est possible de gagner quelque chose sans violence. Le peuple peut ne pas être violent, mais en face, il trouve la violence. En face, il y aura toujours la violence. C'est votre non-violence. Vous pensez que l'armée de millions d'hommes de Moubarak a regardé les gens venir, les bras croisés? C'est toujours le rapport de force et eux, en face, ils ont des armes. Nous, ici, on a le peuple. Et quand nous sommes en nombre suffisant,
sur ce qui se passait en octobre, ce qui a eu comme problème, c'est une insuffisance d'organisation et de préparation de notre part, l'opposition. Et c'est aussi le problème des élections. Parce que quand vous voulez faire ça par les élections, il faut que tout le monde soit d'accord que c'est X qui est la personne. Or, lors d'une élection, vous n'allez jamais avoir le consensus derrière une personne. Or, ce qu'on voit de ce que les Burkinabés ont pu faire, de ce que les Tunisiens ont pu faire, de ce que les Égyptiens, c'est qu'on part pour une cause. On ne part pas pour mettre X ou Y sur la chaise. On part pour une cause. Et aujourd'hui, nous, au Cameroun, nous disons la cause, c'est la transition politique. C'est la transition politique qui, pour nous, est en 5 étapes. 1, il faut éduquer, former, préparer le peuple. 2, il faut faire partir le régime. 3, il faut le dialogue national. Le Cameroun est fissuré avec des blessures très profondes, des blessures qui dépassent le régime bien, qui sont là avant que le régime bien. Nous avons besoin de réparer toutes ces blessures. Les blessures de l'indépendance, les questions anglophones, francophones, les questions nord-sud. Nous avons beaucoup de fractures dans notre société. Nous avons besoin de nous asseoir, discuter et réparer tout cela. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas ajouter la violence. On a un passé, est-ce que c'est la violence qui nous manque? On a un passé plein de violence. Si on en rajoute en ce moment-ci, on va réparer quand? On va commencer à penser les plaies quand? Et c'est après ce dialogue qu'on bâtit les institutions fiables. Parce qu'après que vous et moi, on a pu parler, vous m'avez dit, madame, voilà ce que vous avez fait, que je vous dis, non, je ne suis pas d'accord avec vous, et qu'on arrive à un terrain d'entente, on peut maintenant dire que, OK, désormais, l'institution qui va nous réguler pour qu'on puisse vivre ensemble, il ressemble à ceci, il ressemble à ceci, il ressemble à cela. Bien. Madame Edith Kawala, lors des récentes élections, il y a eu des arrestations, notamment celle de M. Georges Anissé Kané, M. Njokam Tchameni et bien d'autres personnes. M. Georges Anissé Kané est décédé en détention. Ses avocats et les membres de la famille estiment que c'est un assassinat politique. Comment avez-vous appris, n'est-ce pas, le décès de M. Georges Anissé Kané? Alors, c'est vraiment triste parce que, ensemble avec 5 autres femmes, nous avons mené une mission chez les ministres le jeudi avant que Anissé Kané ne soit mort dans la nuit de dimanche à lundi. Nous avons mené, ensemble avec 5 autres femmes, nous avons mené une mission chez les ministres le jeudi avant que Anissé Kané ne soit mort dans la nuit de dimanche à lundi. Nous avons mené une mission pour demander à ce qu'on relâche l'ensemble des détenus de la crise post-électorale. Nous avons mené cette mission et M. Anissé Kané était un des cas. Vous savez, quand vous plaidez pour 1900 personnes, vous ressortez des cas spécifiques. Nous avons ressorti le cas de M. Anissé Kané et parlé du fait que sa maladie ne lui permettait pas d'être dans des conditions de détention dans lesquelles il était. Nous avons relevé le fait que tout le monde avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Sa famille a tiré la sonnette d'alarme. Sa famille politique a tiré la sonnette d'alarme. Ses avocats ont tiré la sonnette d'alarme. Toutes ces personnes ne sont pas fous. Ils étaient en train de dire, écoutez, de ce que nous, qui le connaissons, de ce que nous, on connaît de sa santé, il n'est pas dans des conditions
fiable pour sa santé, donc, et son bien-être. Donc, la mort de Anissé Kane est une mort dont le régime Biya est pleinement responsable. Il était sous leur responsabilité, donc il est pleinement responsable. Mais aujourd'hui, ce qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'on a l'impression d'une mort évitable. Que on sait que c'était quelqu'un de malade avant d'être en état d'arrestation. C'est connu qu'il était malade, mais le fait qu'il y a eu autant de personnes qui ont dit il n'a pas son matériel, il n'a pas l'oxygène qu'il lui faut, il n'a pas... on ne peut que conclure qu'il est mort parce que, en détention, on ne lui a pas donné son appareil, on ne lui a pas mis dans les conditions qu'il fallait pour se maintenir. Madame Edith Kawala, peut-on parler d'un d'homicide en bande organisée? Écoutez, moi j'évite les labels, en plus je suis anglophone, donc quand le français devient compliqué là, mais je vais partir sur les faits. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la loi camerounaise permet, quand vous êtes sous investigation, on ne dit pas, l'État a le droit de poser les questions à toute personne qu'il estime que non, cette personne-ci a peut-être commis un crime ou une infraction quelconque. Mais la loi permet de comparaître libre. C'est-à-dire que vous restez chez vous, on vous donne une convocation et vous venez à un commissariat, à une gendarmerie pour répondre aux questions qu'on veut. Dans le cas de M. Ikane, ça a été respecté? Vous poser. Non. Et justement, qui sont les gens qui comparaissent libres? Une personne connue et d'adresse connue. Je crois que M. Anissé Ikane était connu et d'adresse connue. Des personnes qui sont empêchées physiquement, donc qui sont malades, qui ont des conditions qui leur exigent de rester dans un certain encadrement. C'est ceux-là qu'on ne vient pas mettre en prison. Anissé Ikane était malade, on le savait. Donc, il était possible pour lui, et à mon avis, plus intelligent pour le gouvernement, de le permettre de rester chez lui et qu'on vienne lui poser, qu'on vienne mener l'enquête, ou bien on lui demande de venir à la gendarmerie ou bien au commissariat, etc., pour besoin d'enquête. On a oublié dans ce pays qu'il y a quelque chose qu'on appelle comparaître libre. On veut enfermer tout le monde. On a des milliers et des milliers et des milliers de personnes en prison. Tous les prisons sont en surpopulation avec des effectifs de 5-10 fois ce pourquoi la prison a été construite. Mais on continue. Si jamais le gouvernement avait fait l'erreur de l'arrêter, hein, et parce que lui aussi, il a été kidnappé. Il n'a pas été arrêté, il a été kidnappé au milieu de la nuit. Je me rappelle la nuit de son arrestation avec Joe Tchameni et tout. On a tous reçu la nouvelle, on était tous en panique. Ils sont où? Dans quel commissariat? Non, allez vérifier à Bessengue, allez vérifier ici, allez vérifier là-bas. Ça, c'est... Un État ne fonctionne pas comme ça. Vous venez chez une personne de notoriété publique, les Anissé Ikane, les Jokam Tchameni, mais vous dites à sa famille, nous sommes en train de le prendre pour les raisons X, Y, Z. Nous l'amenons à tel endroit. Et en principe, on doit vous dire, il a droit au conseil. Et donc, informer ses conseils qu'il est à tel ou tel endroit. Non. Vous croyez que les conditions de son arrestation ont dégradé sa santé? Non, je ne peux pas le dire, je ne suis pas médecin. Ce que je sais, c'est qu'il est en santé fragile. On vient l'arrêter en sachant qu'il est en santé fragile. Et malgré ça, on vient avec une brutalité et avec une démarche qui fait que ses proches ne savent pas
où il est. Maintenant, disons que vous avez déjà fait cette erreur-là. Ça peut arriver. Ça arrive partout dans le monde. Mais après 24 heures, 48 heures, etc., il n'y a pas quelqu'un pour dire, mais attendez, là, on a affaire à un malade. Là, on a affaire à quelqu'un qui a des besoins spécifiques en matière de santé. Prenons d'autres dispositions. Comment ça se fait que sa famille vient et dit, il n'a pas son appareil? Ses camarades politiques viennent et disent, ça ne va pas, il n'a pas son appareil. Et font des communiqués publics par rapport à ça. Ces avocats quittent Yaoundé pour venir à Douala pour constater que l'appareil dont on parle est dans une voiture. Et jusque-là, l'État du Cameroun ne réagit pas. Croyez-vous qu'il y a eu une négligence volontaire de ne pas... Je suis en train de vous citer les faits. Je ne suis pas un juge pour tirer les conclusions, mais les faits condamnent l'État du Cameroun. Les faits condamnent l'État du Cameroun. Les faits, s'ils sont devant un juge, le juge va demander pourquoi vous n'avez pas réagi. Pourquoi vous avez fait cette arrestation dans cette manière? Pourquoi, quand vous avez été au courant des faits, de tous les éléments de sa situation médicale, vous n'avez pas réagi? Et c'est les questions que nous, toutes et tous, en tant que Camerounais, on doit poser à notre État. Parce qu'on parle beaucoup d'Anissé Ekane aujourd'hui, parce qu'il est une personnalité publique. Mais dans cette vague de 1900 personnes, il y a d'autres malades. Il y a d'autres personnes qui sont en situation précaire de santé. Des femmes enceintes ont été arrêtées. On doit se demander quel est cet état. Que, ok, vous êtes allé en route, vous avez ramassé tout le monde. D'abord, on ne comprend pas pourquoi vous ramassez tout le monde. Ce n'est pas comme ça qu'on arrête les gens. Mais disons que vous l'avez fait. Quand vous êtes maintenant posé 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous ne faites pas le tri. Vous ne vous dites pas, mais attends, ceux-là, par rapport à ce qu'on reproche aux gens, ce n'est pas ceci, c'est ça. On ramasse tout simplement les gens comme ça. Dans cette situation-là, peut-on aujourd'hui parler d'un système qui élimine ceux qui dérangent? En tout cas, ce que nous pouvons dire de ce système, c'est que il n'a pas de limite en ce qui concerne empêcher les gens de les déranger. C'est ce qu'il nous démontre. On a vu ça parce qu'il ne faut pas qu'on parle de Anissé Ekane comme si on n'a pas tiré à balles réelles sur des Camerounais dans la rue. Ça, c'est le premier indicateur que l'État est prêt à tuer pour conserver son pouvoir. On a tiré à balles réelles sur des personnes qui n'avaient pas d'armes. On a tiré à balles réelles à des moments où il n'y avait même pas de marche. Donc, ça nous démontre que nous sommes face à un État qui est capable de tuer dès qu'il se sent menacé. Nous avons 1900 personnes cette fois-ci, mais encore, il ne faut pas qu'on oublie les prisonniers de la crise post-électorale 2018. Certains sont encore en prison. Les prisonniers de la crise anglophone, parce que ça c'est une crise qu'on a beaucoup suivie, on a plus de 3000 personnes dans nos livres qui sont encore dans des prisons un peu partout au Cameroun. Donc, on a la crise Boko Haram, on a des centaines de personnes disparues entre les mains de l'État, des personnes qui ont été mortes, tuées entre les mains de l'État. Donc, on est clairement face à un État qui ne s'arrête devant rien, qui n'a pas de limite. Et c'est pour ça que les Camerounais doivent se lever. Les Camerounais doivent se lever parce que ce n'est plus une question. Pendant beaucoup d'années, on nous a regardé, nous qui marchons, nous qui manifestons, etc. Oh, les Madame Kawala, là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire là-bas? Ce n'est plus une question d'un groupe de personnes, des gens qu'on appelle les politiques, des gens qu'on appelle les opposants. Non, c'est une affaire de tous les Camerounais. Sauf si, et ça, il faut que les Camerounais le disent clairement,
Sauf si les Camerounais ont décidé que oui, ils sont OK, ils vont vivre dans une prison à ciel ouvert. Qu'on va vivre dans une société où à tout moment, on peut venir prendre quelqu'un, à tout moment, on peut venir arrêter quelqu'un, et que quand on l'arrête, bon, s'il meurt là-bas, c'est pas trop grave. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça en tant que société. Peut-on dire que M. Anissé Kane est mort en martyr? Écoutez, encore une fois, hein, je ne sais pas si c'est parce que je suis anglophone et puis le français, c'est souvent... Mais le mot martyr me semble très lourd. Hein, ça, c'est des termes dans lesquels, dans une société, on s'assoit, on regarde toute la vie d'une personne, on voit ce qu'il a fait, et puis on fait de cette personne un ou une martyre. On a comme l'impression que vous avez le même langage que le ministre Paul Atangandji, qui fait savoir qu'il est un peu dérangé lorsqu'on utilise le mot martyr pour qualifier M. Ekane. Non, je ne saurais avoir le même langage que... Même si vous me réveillez de sommeil, je ne saurais avoir le même langage que M. Atangandji. Ça ne me dérange en rien que les Camerounais soient en train d'appeler Anissé Kane un martyr. Ce que je dis, c'est que dans le terme, moi, je n'utilise pas ce terme-là, et parce que strictement parlant, c'est un terme qu'on utilise ayant... Anissé Kane n'a pas voulu mourir. Vous comprenez? Il n'a pas choisi de mourir. Il est mort parce qu'on l'a arrêté et qu'il a été mis dans des circonstances qui n'étaient pas bonnes pour sa santé. Donc, il faut, parce que je crois que nous aussi, on va très vite, on s'enflamme. Et le fait d'être martyr ou de ne pas être martyr n'a rien à y voir. Sa mort est injuste. Et c'est sur ça qu'on doit se battre. Sa mort est injuste, sa mort est inacceptable, et c'est sur ça qu'on doit agir en tant que Camerounais. Bon, martyr ou pas martyr, ça c'est l'histoire, on va écrire après. Mais il faut qu'on se lève là, maintenant. C'est-à-dire que le décès de M. Anissé Kane ne pourra pas être vain, ne sera pas gratuit. Ni son décès à lui, ni le décès de tout le monde sur qui on a tiré pendant ce mois d'octobre, ni toute autre personne qui est morte entre les mains de ce régime. Nous devons, nous qui avons eu la chance, parce qu'il faut qu'on comprenne que c'est tout simplement une chance, que ce n'était pas nous. Nous qui avons eu la chance d'être encore vivants, je ne sais pas quel est le travail qu'on a en dehors de nous assurer que ça n'arrive pas à nos enfants, que ça n'arrive pas, ça ne vous arrive pas demain, que ça ne m'arrive pas demain. C'est ça notre travail. Et quel que soit l'autre travail qu'on est en train de faire, qu'on soit caméraman, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit Bayam Selam, on doit faire ce travail-là en plus de tout le reste qu'on fait. Parce que sinon, on n'a pas de pays. On n'a pas de vie. En tant qu'actrice politique, vous avez toujours des positions très, très, très violentes contre le régime de M. Paul Biya. Ne craignez-vous pas pour votre propre sécurité? Alors, première des choses, je n'ai pas des propos violentes. J'ai des propos vrais. Il faut appeler une chose par son nom. Il ne faut pas hésiter. Quand on est en dictature, il faut dire on est en dictature. Quand les gens ont violé les droits, il faut dire ils ont violé les droits. C'est quand on commence à enrober les choses, c'est le régime Biya qui est violent. C'est lui qui est violent. Et quand il est violent, il ne faut pas hésiter à lui dire, ici, là, vous avez été violent. Ça, c'est la première des choses. De deux, est-ce que j'ai peur pour moi-même? Bien sûr, je serais folle. Ce serait insensé d'être dans un système où on tue les gens, on enferme les gens pour leur opinion politique, pour leur action politique. Si je n'avais pas peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu déréglé chez moi. Mais j'ai une peur qui est plus grande. La peur que j'ai qui est plus grande, c'est que mes enfants viennent vivre ce que nous sommes en train de vivre.
La peur que j'ai, qui est plus grande, c'est que le Cameroun, entre les mains du régime Biya, est en train de dégringoler depuis 40 ans. Moi, j'ai 60 ans. Je peux vous décrire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, tout comment est-ce qu'on est en train de tomber en tant que pays. Donc, j'ai peur de mourir pendant que le Cameroun est encore en train de dégringoler. Pour moi, il faut absolument qu'on se batte. Je veux mourir en voyant le Cameroun qui se transforme, qui devient tout ce qu'il a le potentiel de devenir. J'allais donc justement vous poser la question, Madame Kawala, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Très simplement, une Camerounaise qui a contribué à ce que le Cameroun soit le pays de bien-être qu'il peut être pour tous ses enfants. Ok, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pour sortir, si vous aviez un mot adressé à l'endroit du régime de M. Paul Biya et à l'endroit de M. Georges Anissé Kané, ce serait quoi? À Anissé Kané, je dirais, vous avez mené une vie de combat et nous vous remercions. Les Camerounais vous remercient. Les Camerounaises vous remercient. Et le Cameroun vous remercie pour tous les combats que vous avez menés. Au régime Biya, ce que je dirais, il est temps. Vous le savez, nous le savons. Il est temps. Il est temps de plier bagage. Il est temps de partir. Il est temps de donner l'opportunité au Cameroun de vivre et d'atteindre tout son potentiel. Merci beaucoup, Madame Kawala, de nous avoir accordé quelques minutes, de nous avoir reçus chez vous. C'était vraiment gentil de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons que nous allons revenir vers vous pour les prochaines actualités. Merci, avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir nombreux. Nous espérons que vous vous êtes régalés. Nous espérons que vous avez été satisfaits des réponses que Madame Edith Kawala a apportées. Nous espérons que, comme d'habitude, vous avez eu des réponses aux multiples questions que vous vous posez. Merci de continuer à nous suivre sur Cameroun Investigation. N'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos. À très bientôt.